Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 7 février 2022 dans l'actualité ce soir. Le monde du vélo se retrouvera peut-être à Domancy en 2027. La Haute-Savoie est candidate à l'organisation des championnats du monde de cyclisme, un nouveau format qui rassemblera toutes les disciplines et tous les athlètes. Explication à suivre. Et puis 70 millions d'euros, c'est le coût de construction de l'écopôle dernière génération du groupe Excoffier. L'infrastructure a été inaugurée samedi, elle permettra de valoriser de nouveaux déchets. Emmanuel Jaude était sur place. Mais avant de développer ces titres, nous inaugurons notre nouveau rendez-vous quotidien, la Minute Jeu avec Sébastien Germain. Bonjour Sébastien. Bonjour Victoria. Alors, on revient avec toi sur la 3e journée des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 2022. Et pour cette première, on va parler d'argent, puisque la délégation tricolore a décroché 2 nouvelles médailles ce lundi. 2 médailles en argent avec Anaïs Boucher en biathlon et Yoann Claret en ski alpin. Yoann Claret qui d'ailleurs entre dans l'histoire de l'olympisme. Oui, il était environ 5h55 cette nuit et j'étais devant mon écran de télévision. Comme beaucoup de supporters olympiques, le plus âgé de l'histoire en ski alpin, l'histoire olympique. Il succède donc à Baudet Miller. Et on le félicite pour cet exploit, toujours en ski alpin. Grosse déception en revanche pour Tessa Worley. Oui, malheureusement, toute la station du Grand Bornand attendait cela. Et puis le biathlon français continue de rapporter des médailles, Sébastien. Oui, 48 heures après le relais mixte, Anaïs Chevalier-Boucher s'offre une 2e médaille d'argent consécutive, cette fois sur l'individuel, je le disais en début d'interview. Auteur d'un superbe 19 sur 20 au tir, l'Iséroise termine 2e, une course remportée par l'Allemande Denise Herrmann. Les autres Françaises, elles, sont passées un peu à côté, puisque Julia Simon, Anaïs Bescon et Justine Breza-Boucher se classent respectivement 21e, 30e et 40e. Alors, au tableau des médailles, qu'est-ce que ça donne ? Alors, la France est ce soir 14e du classement, avec 3 médailles remportées, mais tout en argent. Et vous le savez, sûrement, ce sont les médailles d'or qui priment au classement. Et petite incongruité, la France est au même rang que les États-Unis, au moment où on se parle, avec seulement 3 médailles d'argent pour les Amériques. Quel est le programme la nuit prochaine ? Alors, pas mal de choses à voir, avec un gros espoir de médaille pour la planière Tesle 2 en ski acrobatique en big air. La double vainqueur des X-Games a terminé 2e des qualifications. On croise les doigts. Et malheureusement, il n'y aura pas de finale pour Antoine Adélis qui, lui, n'a pas passé le cut des qualifications. Début de cette finale à 3h. 4 Français seront aussi présents sur la ligne de départ du Super J. Oui, rendez-vous cette fois à 4h pour les leftos ou les couche-tard, avec une nouvelle épreuve de vitesse. Mathieu Bellé, Alexis Pinturo, Nils Allègre et Blaise Gizendanner représenteront les chances tricolores. Et enfin, on attend beaucoup des biathlètes. Oui, ils seront 4 au départ de la course individuelle masculine avec 20 km au programme, départ à 9h30 pour tenter de succéder à Johannes Beu, Quentin Fillon-Maillet, le leader de la Coupe du Monde, Émilien Jacquelin, Simon Détieux et Fabien Claude. Et enfin, un dernier mot, on suivra aussi avec attention les performances des Français engagés dans les épreuves de sprint libre en ski de fond. Eh bien, merci beaucoup Sébastien pour ce point complet. On va te retrouver tous les jours au quotidien pour suivre de près ces Jeux olympiques. Merci. Et Sébastien, d'ailleurs, tu peux rester encore un peu avec moi puisque l'information qui suit va très certainement ravir le grand fan de sport que tu es. La Haute-Savoie pourrait accueillir les championnats du monde de cyclisme en 2027. Le département a annoncé samedi sa candidature pour l'accueil de cette compétition internationale. La réponse de l'Union internationale de cyclisme est attendue en septembre. Si cette candidature est retenue, ce serait un événement majeur pour le territoire haut-savoyard. Élus et sportifs étaient réunis samedi matin à Domancy, au lieu du vélo. Pour annoncer ce projet, nous y étions regardés. Dans la côte de Domancy, s'est écrit une page du cyclisme français et international. C'est ici que Bernard Hinault a été sacré champion du monde en 1980. C'est donc ce lieu symbolique qu'ont choisi les élus de la Haute-Savoie pour annoncer la candidature du département pour l'organisation des championnats du monde de cyclisme en 2027. Il y a 16 épreuves, hommes, femmes, handisport. Donc on travaille activement depuis le mois de juillet dernier. On attend le cahier des charges, mais bien évidemment, nous avons déjà travaillé sur différentes hypothèses. Ce format de compétition est inédit. La première édition de ces championnats du monde XXL se tiendra en 2023 à Glasgow. Cette compétition a vocation à se passer tous les 4 ans, l'année qui précède les Jeux Olympiques. Donc on est effectivement dans la nouveauté encore. Et c'est vraiment intéressant que la France puisse d'emblée se positionner et recevoir un tel événement.
dans l'histoire de notre sport, on a souvent été précurseurs, donc c'est bien qu'on soit à ce niveau-là. L'organisation de cette compétition multidiscipline qui accueillera aussi bien les athlètes valides que ceux en situation de handicap nécessitera des investissements et des infrastructures. Le département peut compter sur le soutien de la région et de l'État pour mener à bien ce projet. Pour nous, c'est fondamental de réussir ça. C'est vraiment notre objectif. Et ça va être la vitrine de tous les sports du vélo, la vitrine de la région, la vitrine du département et puis la vitrine de la fierté française. C'est tout ce qu'on aime. Et avec Martial, on sera 300% unis pour remporter cette candidature en 2027. On veut que l'UCI nous fasse confiance, que les différents sports qui sont contenus dans cette discipline qu'est le cyclisme, que ce soit le BMX, que ce soit le vélo sur piste, sur route, que ce soit du paracyclisme, du vélo pour les femmes, pour les hommes, eh bien que tout ça soit rassemblé dans un seul et même endroit. Et ici, ce département de la Haute-Savoie est le meilleur endroit pour que ça puisse avoir lieu en 2027. Les sportifs de la région, actuels ou historiques, sont également mobilisés pour faire rayonner la candidature de la Haute-Savoie. Je me suis dit qu'il fallait soutenir cette candidature parce que c'était quand même un territoire qui m'est assez cher parce que c'est un peu mon terrain d'entraînement et voilà, ça va être un bel événement. C'est du bonheur. Je pense que les gens, tout le monde s'est impliqué, que ce soit la ville, que ce soit le département, la région, les maires, l'État. Tout le monde s'est mis dans le coup parce qu'on veut réussir ce championnat du monde. La France, qui n'a plus accueilli les championnats du monde depuis 2000 à Plouay dans le Morbihan, devra faire face à la candidature néerlandaise. L'Union cycliste internationale a confirmé qu'elle avait reçu les 2 dossiers conformes. Le choix du site sera annoncé lors du congrès de l'UCI en septembre prochain. Le dispositif Pinel permet aux particuliers qui acquièrent des logements neufs ou assimilés afin de les louer de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu. Le gouvernement souhaitait diminuer le pourcentage de cette réduction d'impôt, mais face à la crise du logement, les taux ont été reconduits pour 2022. Les villes et les régions ciblées par la loi Pinel sont des zones dites tendues, où l'offre de logements locatifs est nettement inférieure à la demande. Ce zonage est en cours de modification pour faciliter la production de logements abordable. Et pour aborder ce sujet, la ministre déléguée en charge du logement, Emmanuelle Wargon, a visité un chantier à Ambilly ce lundi matin. Elle s'est ensuite rendue à La Roche-sur-Foron pour échanger avec les maires de communes qui vont connaître un changement de zonage. On l'écoute au micro de Manon Toiti. Ici, dans quelques mois, vont s'installer des familles, certaines en logement social. Et il y a beaucoup de demandes de logement social à Annemasse, donc c'est des familles qui étaient demandeuses souvent depuis longtemps. Et d'autres en accession sociale à la propriété sont des familles qui vont pouvoir acheter, sont déjà en train d'acheter, et elles vont acheter bien en dessous du prix du marché parce que c'est très aidé par les pouvoirs publics. Et cette opération, on va pouvoir faire la même chose dans les communes plus tendues du Pays de Savoie. Je pense par exemple à Chamonix ou à Saint-Gervais, mais il y en a beaucoup d'autres. Ce sont des logements qui sont destinés à la résidence principale, sous plafond de prix de vente et sous plafond de ressources des acquéreurs. Nous privilégions les primo-accédants, mais après tout type d'acquéreurs, que ce soit des couples, des familles, des personnes seules, des familles monoparentales, peuvent acquérir à partir du moment où leurs ressources sont sous les plafonds de ressources qui sont considérés par la loi. Ce sera un site unique en France. Ce week-end, le groupe Excoffier a posé la première pierre de son futur centre de tri nouvelle génération. Dans cet écopôle, des déchets jusqu'ici non recyclables pourront être valorisés. Ce sera le cas par exemple des pots de yaourt ou encore des peintures acryliques. Coût total de l'infrastructure, 70 millions d'euros. Les précisions d'Emmanuel Jaude. L'instant est symbolique, et pour cause, si ce samedi il ne s'agissait que d'une première pierre, le futur écopôle qui verra le jour ici, sur près de 8000 m², devrait, d'ici un an, permettre de traiter et de valoriser les déchets de 168 communes, dont certains d'un nouveau genre qui ne pouvaient être recyclés jusqu'à présent. Aujourd'hui, la peinture acrylique n'est plus un produit dangereux, étant donné qu'il n'y a plus de solvant dedans. Donc derrière, c'est de se dire, voilà, à travers les pots, à travers pourquoi pas recycler la ferraille, ça c'est assez facile, mais ce qui n'était pas très bien fait jusqu'à présent quand c'était un produit dangereux. Prendre les pots qui sont souvent en plastique, polypropylène, et essayer de refaire des bacs avec tout ça. Donc c'est toutes des idées qui sont venues soit de nous-mêmes, soit on va dire sur le réseau qu'on a avec les éco-organismes. Aujourd'hui, c'est des acteurs essentiels de nos métiers.
Peinture acrylique, barquettes alimentaires et autres pots de yaourt pourront donc désormais être traités sur le territoire. D'un coût de 70 millions d'euros, ce futur centre de tri, nouvelle génération, a toutefois nécessité l'implication de nombreux partenaires et d'une phase préliminaire d'études d'1 an pour de nombreux chercheurs. Pour nous, c'est un emprunt à peu près, c'est un financement aux alentours de 30 millions d'euros. Donc c'est le plus gros emprunt qu'on aura jamais réalisé au cours des 50 dernières années pour l'entreprise. C'est un contrat de 10 ans sur lequel on est encore une des dernières entreprises familiales, des dernières entreprises locales, à avoir le savoir-faire, la compétence et puis la motivation pour aller sur ces marchés-là, puisque partout ailleurs, c'est plutôt des grands groupes qui réalisent ce genre de projet. À terme, une centaine d'emplois devraient être créés sur ce site qui devrait débuter son activité le 1er janvier 2023. Si vous êtes une association et que vous portez un projet pour la transition écologique et démocratique, cet appel à projet peut vous intéresser. La ville d'Annecy souhaite soutenir les initiatives allant dans ce sens. Le jury sélectionnera les meilleurs projets qui seront alors accompagnés par une convention d'objectifs et de subventionnement. Une enveloppe totale de 50 000 € est allouée au budget 2022. Pour candidater en ligne, rendez-vous à partir d'aujourd'hui sur le site annecy.fr. Des dossiers de candidature seront également disponible sous format papier en appelant le 07 64 38 63 05. La date butoir de remise des dossiers de candidature est fixée au 8 avril 2022. Il est presque l'heure de l'apéritif et l'une des stars des plateaux dans nos départements, c'est bien sûr le Beaufort. Et nous en parlons avec mon invité du soir, Maxime Matelin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le responsable marketing et communication du syndicat de défense du Beaufort. Alors d'abord, comment se porte la filière Beaufort ? Écoutez, après 2 années très difficiles, je pense que la filière a su trouver les bons moyens pour tenir le coup. Donc la filière se porte plutôt bien à l'heure actuelle où on se parle et on espère que la saison hivernale confirmera tout ça. Plus de 5000 tonnes de Beaufort ont été fabriquées en 2020 par 33 ateliers. Rappelons peut-être d'abord avec vous la différence entre le Beaufort donc, qui est produit actuellement et puis le Beaufort d'été ou encore le Beaufort chalet d'alpage. Effectivement, on a bien 3 qualificatifs pour dénommer le Beaufort. Donc le Beaufort qui est fabriqué, lui, du 1er novembre au 31 mai. Donc c'est souvent le Beaufort qu'on appelle le Beaufort d'hiver, mais son vrai nom, Beaufort. Ensuite, on a le Beaufort d'été et le Beaufort chalet d'alpage, qui, eux, sont produits du 1er juin au 31 octobre. Donc pendant la période d'été, estivale. La différence qu'il va y avoir entre l'été et l'alpage, simplement, c'est la fabrication, puisque le Beaufort d'été, le lait va être redescendu en coopérative, et ça va être un mélange de plusieurs laits, alors que pour le Beaufort chalet d'alpage, il est fabriqué directement à l'alpage, au-dessus de 1500 mètres d'altitude, avec le lait d'un seul troupeau, et fabriqué tout de suite après chaque traite avec du lait chaud, donc matin et soir. On rappelle que la zone de production comprend donc bien sûr les vallées du Beaufortin, une partie du Val d'Arly, de la Tarentaise et de la Maurienne. C'est un fromage donc au lait cru et entier de vache Tarine et Abondance et il est reconnu par une appellation d'origine protégée depuis 1968. Comment vous continuez à préserver cette appellation ? Alors c'est vrai qu'il y a un cahier des charges très strict pour un fromage d'appellation d'origine protégée. Le Beaufort, je crois, a un des cahiers des charges les plus stricts. Alors vous l'avez cité, il y a la zone de production. On ne fabrique pas du Beaufort n'importe où. Vous avez cité les 4 vallées dans lesquelles on le fabrique. Et puis il y a de nombreuses règles. Alors les principales, c'est les races de vaches. On a des races de vaches bien spécifiques, la Tarine et l'Abondance, qui sont les 2 seules races autorisées pour la fabrication du Beaufort. Il y a l'alimentation, bien évidemment, qui est très très importante. Uniquement de l'herbe pâturée l'été et du foin l'hiver, avec un tout petit peu de complémentation, mais vraiment fourrage à sec l'hiver et fourrage en verre l'été. Et puis à la limitation aussi, nos vaches ne sont pas des grandes productrices de lait, on les limite, elles sont limitées à 5000 litres de lait par vache et par an en moyenne sur le troupeau, donc on cherche plutôt un lait qui soit ce qu'on appelle fromageable, qui soit de bonne qualité pour la transformation en fromage et pas de la production à tout va. Vous parlez des vaches, des Tarines et Abondance. On va les retrouver sur le Salon de l'Agriculture, j'imagine, fin février ? Et oui, ça approche et on a la chance d'avoir cette année la vache Abondance à l'honneur, égérie du salon.
Donc, vous en avez peut-être entendu parler, de Neige, cette fameuse vache Abondance on l'a rencontrée. qui va être le porte-drapeau de nos 2 départements pendant ce salon de l'agriculture. Et on y retrouvera des démonstrations de fabrication tous les jours, matin et après-midi, des dégustations, et puis bien évidemment l'ensemble des membres des filières qui seront là pour répondre aux questions des visiteurs. C'est toujours un moment important, y compris j'imagine en termes de communication, pouvoir faire connaître encore un peu plus ce Beaufort. Pour nous, c'est vraiment une vitrine, parce qu'on touche à la fois bien évidemment des Parisiens, mais on touche aussi toute la France et voire même un petit peu d'international. C'est pour nous vraiment un moyen important de faire découvrir nos savoir-faire à travers ces démonstrations de fabrication qu'on va faire donc tous les matins. On va faire une meule de Beaufort tous les matins sur le salon et pouvoir discuter de nos produits, de rencontrer nos producteurs, parce que c'est aussi un moment pour eux important d'échange avec le grand public. Alors avant cela, vous évoquiez le public parisien qui est chez nous en ce moment et vous en profitez justement là dans les prochaines semaines pour organiser une grande campagne de communication. Comment vous faites découvrir justement aux vacanciers qui viennent dans nos montagnes le Beaufort ? C'est vrai qu'on a la chance d'être situé dans un territoire qui accueille beaucoup de vacanciers. Donc la priorité pour nous, c'est de pouvoir les toucher au moment où ils sont chez nous, en vacances, dans des moments de détente. Et on va à leur rencontre directement sur les fronts de neige, en after-ski, pour leur parler du Beaufort, leur faire déguster. Et donc nos instants Beaufort débutent dès demain, tous les mardis et tous les jeudis des 4 semaines de vacances scolaires qui permettront de rencontrer aussi les producteurs sur le territoire. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi beaucoup de producteurs qui sont double actifs et qui vont aussi pouvoir échanger avec ces vacanciers quand ils sont en train de leur donner les perches aux remontées mécaniques ou des cours de ski, parce qu'on a beaucoup de moniteurs de ski. Donc c'est un moyen aussi de leur faire comprendre qui on est, pourquoi on est là. On n'est pas là par hasard, on partage finalement le même territoire. Eux, ils en profitent l'hiver avec le ski et nous, on les entretient l'été avec les vaches. Ces instants Beaufort, tout le programme de ces belles animations, j'imagine qu'on retrouve sur le site du syndicat. Voilà, vous pourrez trouver toutes les informations sur fromage-beaufort.com. Nous suivons bien évidemment sur les réseaux sociaux qui sont en fort développement depuis ces périodes de crise sanitaire, et donc réseaux Facebook, Instagram, où vous retrouverez bien sûr toutes les infos. Est-ce que le Beaufort arrive à se faire une place sur toutes les tables françaises ? Parce que j'imagine que dans nos départements, on le sait, il a une place de choix, mais est-ce qu'il s'exporte un petit peu partout en France ? Alors on a la chance de le faire découvrir à un public très varié qui vient de tout horizon pendant nos vacances. Et effectivement, malgré le tonnage faible du Beaufort, 5000 tonnes, c'est pas grand-chose dans le panorama français, on a cette chance-là d'être référencé à un taux de référencement quasiment de 100% au niveau national, ce qui permet à chaque vacancier qui a pu le découvrir chez nous sur le territoire de pouvoir le retrouver chez lui et de pouvoir en consommer. Alors après, de là à dire qu'on peut nourrir toutes les bouches, c'est pas possible, parce qu'avec 5000 tonnes, malheureusement, on ne pourra pas subvenir à toutes les envies et tous les besoins, mais je pense que tous ceux qui l'ont apprécié, qui l'ont découvert chez nous et qui veulent en retrouver chez eux, peuvent aisément en retrouver sur le marché, chez leurs crémiers ou en grande distribution. Un mot des femmes tout de même dans la filière, puisqu'on se souvient de votre campagne de communication qui mettait en avant plutôt les hommes. Là, vous relancez cette campagne, mais avec des femmes. Quelle est la place des femmes justement dans la filière ? C'est vrai, on avait pris le parti de mettre en avant les hommes de la filière l'an dernier, mais avec un petit arrière-pensée pour les années suivantes. Et effectivement, c'était vraiment prévu depuis le début de mettre en avant les femmes de la filière cette année, puisqu'elles sont de plus en plus nombreuses dans la filière Beaufort. Elles sont plus simplement femmes d'agriculteurs, mais elles ont toute leur place dans la filière. Et elles s'impliquent de plus en plus aussi dans les infrastructures et dans les structures des filières, les conseils d'administration des ateliers. Donc elles ont une vraie part dans la filière, et c'est aujourd'hui plus de 20% des producteurs de Beaufort qui sont des productrices. Et donc on les retrouve sur ces belles affiches qu'on a pu voir à l'écran. Merci beaucoup Maxime Matelin d'être venu nous voir, et puis à bientôt. Merci à vous pour votre visite.
Avant de refermer ce journal, une dernière information. Une avalanche a fait 2 morts en Savoie ce lundi. Les 2 personnes évoluaient dans un secteur hors piste de la station de Saint-Colomban-des-Villards. La prudence reste de mise en montagne. Le risque avalanche est marqué sur nos massifs savoyards et haut-savoyards. Plus de détails à suivre dans la météo de Thierry Paulme. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec votre émission Panorama et nous vous proposons de repartir cette semaine à la rencontre d'associations qui œuvrent pour l'insertion par la montagne. Je vous retrouve demain pour un nouveau journal. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonne soirée sur 8 Mont Blanc.